Et ouais, après plus de 10 ans passés chez Android, j'ai enfin pris en main un iPhone, et vous savez quoi? Je le trouve aussi moche que magnifique. Non, c'est bon, je rigole, quittez pas la vidéo tout de suite. Mais faut dire la vérité, cette partie-là, elle est un petit peu grossière. Bref, qu'est-ce que vous allez trouver dans cette vidéo? Un condensé des éléments et détails qui m'ont choqué dans ma transition de Android vers iOS, tant en bien qu'en mal. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bon, première chose, chez Apple, l'expérience, elle commence avant même l'unboxing. C'est-à-dire que dès que vous tenez la boîte, vous remarquez qu'elle a été travaillée pour donner un petit aspect de relief sur les objectifs et sur le plateau. C'est qu'un petit détail, mais ça fait plaisir. On déballe tout ça, et cette année on fait face au dos et non pas à l'écran comme les années précédentes. Faut dire qu'Apple, ils avaient quand même envie de nous le montrer, celui-là. Et écoutez, la suite elle est importante. Dès la prise en main, vous comprenez direct que cet appareil va être une douceur, grâce à ses bords arrondis. Je suis peut-être trop habitué aux bords tranchants du S25 Ultra, mais les bords arrondis de l'iPhone sont assez confortables pour faire oublier l'idée de mettre une coque. Mais je vous conseille quand même de mettre une coque, oubliez pas que ce truc-là, il vaut 1300 balles. Sachant qu'en plus, cette année, il a la mauvaise réputation d'être très facilement rayable. Bref, n'hésitez pas à dépenser un tout petit peu plus pour économiser beaucoup plus. Bon, du coup, on continue le room tour. Même si les bords sont maintenant en aluminium et non plus en titane, quand je le compare avec mon S25 Ultra, je dois avouer qu'il n'y a pas une énorme différence. Même si je suis au courant que dans les faits, le titane transfère plus vite la chaleur que l'aluminium et du coup a un rendu plus chaleureux, à moins d'avoir les deux smartphones dans les deux mains, c'est qu'un détail en fait. Maintenant, il faut quand même le préciser, même si la prise en main elle est impeccable, il est quand même lourd ce machin. Le truc c'est que même si l'iPhone est plus léger que mon ancien smartphone, l'approche minimaliste de Samsung fait qu'on a une répartition du poids quasiment uniforme. Là où sur l'iPhone, vous l'aurez compris, on a un bloc photo assez proéminent, ce qui fait que le poids sera plus réparti en haut qu'en bas. Mais bon, le point suivant, il pardonne tout. Absolument tout. Comment ne pas tomber amoureux de cette couleur? Je l'ai déjà dit dans la vidéo sur le Z Flip, mais je le redis, le bleu c'est la couleur ultime sur un smartphone. Je veux rien savoir d'autre. À côté de ça, le modèle argenté est lui aussi très beau et assez passe-partout. Et le orange, que dire d'autre que force à ceux qui l'ont pris en fait. J'attends de voir dans quelques mois ce que vous en penserez. Non, en vrai, c'est pas gentil de critiquer. Il est beau, il est juste pas à mes goûts, je le trouve un peu trop clair et un peu trop saturé. D'ailleurs, je suis un peu curieux. Tous ceux qui ont pris le orange et qui regardent la vidéo plusieurs mois après sa sortie, écrivez un commentaire et dites ce que vous en pensez après tout ce temps. Du coup, pour conclure sur cette partie, même si son esthétique générale ne peut pas plaire à tout le monde, c'est quand même un appareil qui est bien designé pour tenir en main, en tout cas mieux que mon ancien smartphone. Et tout ce que je vous ai dit là, c'est ce que j'ai ressenti pendant les 5 premières minutes après l'avoir déballé, avant même d'avoir testé une seule de ses fonctionnalités. Bon, c'est pas tout, je suis pas resté 3 heures à regarder cette brique arrondie, fallait bien que je le démarre. Et honnêtement, la configuration est assez clean et bien guidée. Et pour info, je n'ai pas transféré mes données d'Android vers iOS, mais j'ai regardé un peu la documentation d'Apple et il semblerait qu'il soit possible de transférer énormément de contenu. Donc malgré le fait que ce soit deux systèmes d'exploitation différents, passer d'un Android vers iOS ne veut pas dire recommencer de zéro. Et ça, c'est cool. Bref, on finit la config et hop, on arrive sur l'écran d'accueil et là, oh là là, les animations. Il y en a littéralement partout. Sans mentir, quand on fait une légère rotation du smartphone, on peut voir des reflets de lumière sur les bords des applications et sur les bords de l'horloge. Pareil quand on maintient un bouton alors qu'on est censé juste cliquer dessus. Il y en a aussi quand on clique sur un switch. Et pour aller plus loin, il y en a même sur des éléments qui sont normalement même pas cliquables. Et je trouve qu'honnêtement, c'est une des grosses forces d'iOS de ne pas limiter l'interaction aux éléments interactifs, mais de l'étendre à littéralement toute l'interface. Bref, vous l'aurez compris, je trouve ça magnifique, et surtout quand je passe de One UI à ça, même si One UI est quand même très beau, c'est le jour et la nuit en fait. Par contre, ne vous leurrez pas, qui dit animation dit que certaines actions vont mettre plus de temps à s'exécuter, là où sur Android, certaines personnes cherchent de la vitesse et encore de la vitesse. Et à côté de ça, ça pompe dans la batterie, mais d'une force. En fait, c'est simple. Je vous mets quelques captures d'écran. Il m'est arrivé des fois d'avoir entre 8, 10 et voire 14% de batterie consommée seulement par l'écran d'accueil et de verrouillage. Maintenant, il faut répondre à une question. Est-ce que la légende comme quoi Apple est simple et intuitif d'utilisation est vraie ou fausse? Du coup, il y a du oui et il y a du non. Je m'explique. Après le premier allumage, l'appareil est configuré pour avoir le Always On Display d'activer par défaut. Vous savez, c'est le truc qui fait que l'écran n'est jamais vraiment éteint, même quand on met son appareil en veille. Si on cherche à le désactiver pour économiser quelques pourcentages de batterie qui vont être bouffés par les animations, il faut aller dans les paramètres, ça c'est normal, mais il faut pas chercher Always On Display, il faut chercher toujours à l'écran. C'est un nom qui est quasiment universel, mais bon. Parmi les éléments que je trouve pas hyper intuitifs non plus, il y a aussi Safari,
En fait, de base, si vous voulez ouvrir de nouveaux onglets ou naviguer, il y a plusieurs clics à faire, donc ça devient très vite chiant. Alors que pourtant, il y a plein de petits raccourcis en slidant vers le haut ou sur les côtés, mais c'est pas vraiment expliqué. À côté de ça, la galerie photo, c'est un enfer. Il y a beaucoup trop de dossiers par défaut pour tout et n'importe quoi. Non mais regardez seulement là où ils ont planqué les captures d'écran. On peut pas maintenir les images pour les sélectionner. Il faut cliquer sur le bouton tout en haut à droite pour activer le mode de sélection. Et un dernier pour la fin, celui-là je l'avais vraiment pas vu venir. Lors d'un appel, si vous cliquez sur le bouton on-off, ça raccroche l'appel. Je sais pas, peut-être que je voulais juste fermer l'écran pour éviter que mon oreille appuie sur le bouton raccrocher. Bon, au moins il n'y a pas de prise de tête, vu que l'appel est raccroché, c'est fait. Maintenant, concernant les éléments pour nous faciliter la vie, on a une barre de recherche qui est présente sur l'écran d'accueil. J'espère ne pas être le seul à l'utiliser, moi je la trouve vraiment pratique. Dynamic Island, dont je trouve les animations juste sublimes, peut paraître un peu gadget des fois, c'est vrai, mais parfois elle se révèle vraiment très utile. Comme par exemple pour la conduite, lorsqu'il faut changer de route, on a la pop-up qui grossit automatiquement pour nous donner des indications plus claires. Par ailleurs, au début, j'étais un peu sceptique quant à la place qu'allait prendre cette pilule sur l'écran, surtout quand on le compare au poinçon qu'on a sur les Samsung, mais en fait, après plusieurs jours, je vois que ça s'intègre super bien dans l'interface. À côté de ça, on a aussi le nom des dossiers automatiques en fonction des applications présentes dedans. Honnêtement, ça dépanne bien. Et pour finir, quand on a une notif, elle est masquée par défaut. Mais dès lors que Face ID remarque notre visage, elle est lisible. J'ai vraiment aimé cette fonctionnalité, car même si c'est pas la plus intuitive, elle est vachement pratique et elle nous épargne pas mal d'actions. Je n'ai pas trop de doute sur le fait qu'iOS est majoritairement simple d'utilisation, mais ils ont tendance à trop vouloir imposer leur vision. Là où One UI est plus minimaliste, mais avec beaucoup de fonctionnalités cachées qu'il faut aller chercher soi-même. Bref, je ferai bientôt un comparatif de ce qu'Android a et iOS n'a pas, et vice versa bien sûr, donc restez attentifs, il y a du contenu qui arrive sur cette chaîne. Bon, il est maintenant temps de parler un peu de ce bouton d'action là. Et écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins, il ne m'est même pas venu à l'esprit de l'utiliser, tant il est juste mal placé. En fait, on a littéralement aucun doigt qui tombe réellement dessus. À la limite, il tombe sur les boutons volume plus et moins, mais jamais sur celui-là. Et pourtant, j'ai la version Pro, donc imaginez ceux qui ont le Pro Max, le bouton il est encore plus éloigné. Et honnêtement, je pense que ça aurait été bien plus pertinent de la part d'Apple de faire une approche comme Android, c'est-à-dire mettre un raccourci sur le bouton on-off. Bon, maintenant on fait un petit tour du côté d'Apple Intelligence. La fonction entourer pour rechercher, elle fonctionne bien, même si je trouve qu'elle manque un petit peu de dynamisme. Par contre, dès qu'on entoure un élément, on a une petite icône qui apparaît au-dessus, ça j'ai cru que c'était un bouton, alors que non. En fait, c'est juste un indicateur comme quoi l'IA est en train de rechercher cet élément. À côté de ça, le fait qu'on puisse interroger ChatGPT est assez pratique, mais malheureusement ses réponses sont trop courtes. Et concernant la retouche générative, il a été prouvé que la retouche fonctionne mieux sur Galaxy AI, donc pas la peine que je donne réellement mon avis là-dessus, si ce n'est que ça dépanne, mais sans plus. Maintenant pour la génération d'images, là j'ai été choqué. C'est quoi cette dinguerie? J'ai même pas fait gaffe aux résultats tellement j'étais choqué par les animations. Non, pour être honnête, l'application Playground est quand même assez riche. On peut soi-même écrire son prompt, ou sélectionner des emojis, des images, ou tout un tas d'autres éléments proposés par l'application pour générer un résultat. Et si les résultats ne sont pas à votre goût, vous pouvez demander à ChatGPT de reprendre la main. Par contre, le temps d'attente, Après, si je peux m'avancer sur un point, c'est qu'on sent que les gens qui utilisent un iPhone, et les gens en fait qui consomment des produits Apple de manière générale, ils le font pas pour l'IA. Très clairement pas. Donc à part pour les investisseurs ou les gens qui ont des parts chez Apple, je pense pas que ce soit très grave de pas avoir l'IA la plus performante du marché sur son iPhone. Et je dis ça car au final sur mon S25 Ultra, j'utilise quasiment que Circle to Search et des fois la gomme magique comme service d'IA natif Android. Le reste comme Perplexity ou Gemini ne sont absolument pas bridés à l'écosystème d'Android. On peut très bien les utiliser sur un iPhone. Allez, sans transition, le sujet suivant, il a fait débat pendant des années et des années et des années. Je parle bien sûr de la personnalisation. Bon, je vous apprends rien, Apple a toujours été moins personnalisable qu'Android, mais on est en 2025 et qu'est-ce que ça vaut maintenant en fait? Du coup, pour répondre à ça, j'ai fait une petite énumération de tout ce que j'ai remarqué, accrochez-vous, ça va aller vite. On peut changer la couleur des icônes ou les rendre transparentes, ajouter des widgets de différentes tailles et créer des piles de widgets, mettre un mode clair ou sombre sur les applications et les widgets de manière à tout harmoniser, laisser ou retirer les labels des applications, ce qui changera leur taille. On peut aussi avoir des fonds d'écran dynamiques clairs ou sombres. Il y a aussi tout un tas de styles d'horloge méga stylés et originaux dont on peut changer la taille et l'épaisseur. On a aussi la possibilité d'avoir des setups d'écran de verrouillage que l'on peut sauvegarder et réutiliser. Celui-là pour le coup je le trouve vraiment très pratique. Et pour finir, on peut modifier le panneau de raccourci pour ajouter ou retirer des actions. Du coup oui, Android est plus personnalisable, mais iOS n'est vraiment pas à la ramasse. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, mais comment parler d'un iPhone sans parler de la photo et de la vidéo? J'aime beaucoup la photo et la vidéo. Donc autant vous dire que dès que je l'ai reçu, je me suis empressé d'aller sur Paris pour faire un comparatif avec mon Samsung, et ça arrivera très bientôt sur la chaîne.
Mais du coup, c'est pas ici que je vais vous expliquer pourquoi un tel ou un tel fait de meilleures photos et de vidéos. Non, ici on va parler de pourquoi l'expérience utilisateur quand on fait des photos avec un iPhone, c'est différent que sur Android. On commence par le commencement, l'hardware. Écoutez, c'est gentil de la part d'Apple parce qu'ils nous ont installé ce chouette bouton caméra control qui sert de raccourci pour activer l'appareil photo, et c'est tout. Toutes les fonctionnalités de zoom, je les trouve pas trop pratiques, du coup je les ai pas vraiment utilisées. Pourquoi je les trouve pas pratiques? Parce qu'elles sont principalement dédiées à la prise de vue au format paysage, là où la plupart des utilisateurs prennent des photos et des vidéos en portrait. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, on aurait pu avoir un double clic sur le bouton on-off et ça aurait directement activé la caméra, on aurait pu se limiter qu'à ça. Bref, à part ça niveau hardware, on a quoi d'autre? On a un ultra grand angle équivalent 13 mm, un grand angle équivalent 24 mm et un zoom optique x4 équivalent 100 mm. Mais en plus de ça, on a un zoom optique x2 équivalent 48 mm et un zoom optique x8 équivalent 200 mm. On va dire que le marketing c'est quand même très fort. Bref, plus sérieusement, à ma grande surprise, ne pas avoir de x3 ou de x5, c'est pas si choquant, car on a beaucoup de focales de qualité optique qui font très bien le taf. Bon, on va pas rester figé sur l'arrière du smartphone, l'application photo, elle est épurée au point où on a l'impression qu'on peut juste faire de la photo et de la vidéo, et que les autres modes n'existent plus. On a bien sûr les petites animations qui font que c'est toujours joli de mon point de vue, mais si on veut paramétrer l'exposition ou le mode nuit, on est obligé d'aller chercher ça en haut à droite de l'écran, ce qui fait que pour ceux qui ont un Pro Max, c'est pas hyper ergonomique. D'ailleurs, petit truc marrant, le bouton flash il est juste à côté, donc autant vous dire que c'est pas le meilleur endroit pour le placer. Ah, et truc étonnant, si on veut mettre la grille, ou changer les résolutions des photos, ou même avoir la possibilité d'activer le mode log, c'est pas possible. Du moins pas directement depuis l'application appareil photo. En fait, il faut quitter l'app, aller dans les paramètres, faire une petite recherche, et ensuite cocher les éléments un à un pour qu'ils apparaissent sur l'application de l'appareil photo. C'est un peu comme ce que je disais un peu plus tôt, c'est pas hyper intuitif, ce sont des paramètres de la caméra, ils devraient au moins être accessibles depuis l'application caméra. Et aussi pour le mode nuit, on a un mode nuit en haut à droite, mais si on ouvre le pop-over, on a aussi un autre mode nuit avec la même icône, mais qui permet lui de mettre la durée maximale possible par le mode nuit. J'aurais honnêtement préféré un mode nuit avec une roulette pour qu'on puisse paramétrer nous-mêmes la durée d'exposition. Ah, et en parlant de roulette, un truc que j'ai bien aimé, c'est le fait que quand on zoome, on ait les différentes valeurs de chaque focale qui apparaissent. D'ailleurs, on a aussi cette info dans les photos, et en plus de ça, on a l'info du zoom dans la focale. Maintenant, il y a un truc qui me choque, et vous l'aurez peut-être vu venir, mais on n'a pas de mode pro pour manipuler les paramètres de la caméra. Un mode pro pour une caméra qui peut être utilisée par des pros. Où est-ce que j'ai entendu le mot pro déjà? Après, avec des applications comme Final Cut Camera ou Blackmagic, on a une gestion des paramètres de la caméra qui est bien plus complète, mais c'est dédié à la vidéo. Et on va pas se mentir, Apple valorise bien plus ses capacités en vidéo qu'en photo, donc ça m'étonne pas qu'on n'ait pas de mode photo pro, mais je suis quand même content qu'on ait ces applications pour la vidéo. Alors c'est vrai, je chipote beaucoup, mais en même temps c'est le but de montrer tout ce qui me choque, mais il faut quand même que je le dise, de manière générale, l'expérience photo et vidéo avec cet appareil, elle était vraiment agréable. Bon, est-ce qu'on se fait une transition pour la conclusion ou pas? Allez, ce sera ça la transition. Du coup, s'il y a bien une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est celle-là. La transition, elle est simple, mais frustrante. En fait, je suis très rapidement tombé sous le charme du design de l'appareil et de l'interface d'iOS 26, qui reste malgré tout très chargée, je dois l'admettre. Mais là où c'est frustrant, c'est qu'il y a un manque de cohérence et de logique dans l'expérience utilisateur qui fait que on doit s'adapter à des usages qui sont pas les plus naturels et les plus simples. Mais, je vous le dis, c'est qu'une question d'habitude. Car une fois qu'on a bien pris en main un iPhone, ça devient un outil assez doux et plaisant à utiliser pour des tâches simples du quotidien, comme pour de la création audiovisuelle. Mais malheureusement, ce sera pas assez pour que j'en fasse mon smartphone principal, car au jour le jour, mon Samsung se révèle plus efficace qu'un iPhone, et ça c'est pas une question d'habitude, c'est une question de possibilité offerte par le smartphone. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!